Bonjour à tout le monde, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette 25e épisode de notre série de vidéos d'interviews Good Vibes en présence, en compagnie de Carole Bloch que j'ai invitée aujourd'hui. Bonjour Carole. Bonjour Nathalie et bonjour à tous. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, confiné comme tout le monde. Oui, voilà, oui, effectivement. Alors aujourd'hui, Carole, toi, tu vas nous parler d'enfants, hein, comment et pourquoi faire bouger les enfants pendant le confinement. Ouais. Je trouvais que c'était une thématique qui n'est pas très souvent abordée, qui va probablement concerner une petite partie, je ne sais pas, de personnes dans notre public, mais néanmoins excessivement important, puisqu'on en a déjà discuté. Vraiment une thématique qui est pleine de sens à tout moment et particulièrement pour l'instant. Alors, je te présente en quelques mots pour que les gens sachent qui tu es et pourquoi tu nous parles de ce sujet. Tu es donc coach parental, thérapeute spécialisé dans le développement affectif, sensoriel et psychomoteur du bébé et du jeune enfant. Voilà. Tu es aussi blogueuse dans le Huffington Post. Je ne l'ai pas bien dit, mais c'est pas grave. Tu peux le dire après moi. Et auteur de plusieurs livres, je pense. Bah, en tout cas, un qui s'appelle On ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes, et un autre qui donne des outils aux parents sur tout ce qui est technique d'apprentissage. Ok, ça peut être intéressant pour notre public. Voilà. Donc, plein de questions alentour du mouvement. Hein. On pourrait dire que c'est pas que pour les bébés et pour les jeunes enfants, mais en tout cas, on va rester dans ton expertise. Alors, dis-nous, pourquoi c'est si important de faire bouger les bébés, les jeunes enfants, d'être en mouvement? Parce qu'on pourrait croire que les bébés, c'est pas très important. Ben voilà, justement, je trouvais que c'était important pour moi de participer aujourd'hui à cette conférence parce que bouger pour les bébés et pour les enfants, c'est très important parce qu'en fait, c'est ce qui permet aux bébés et aux jeunes enfants de connecter les différentes connexions, de faire des connexions neuronales. Et en fait, c'est vraiment par le mouvement que le bébé se développe. Donc moi, je vois beaucoup quand je vais dans des familles, des enfants, des bébés qui sont dans des maxicosies, qui sont dans des transats ou qui ne sont pas laissés à même le sol. Et ce que je souhaite vraiment transmettre aujourd'hui, c'est que c'est important et vraiment même capital, je dirais, de mettre vos bébés dès la naissance, je dirais, allongés au sol pour qu'ils puissent facilement bouger. En fait, chaque enfant, enfin chaque être humain est doté d'un système nerveux autonome qui fait que les mouvements, comme je viens de le dire, permettent de développer le cerveau, et c'est vraiment par les mouvements que l'enfant se développe. Et donc, c'est capital donc de le laisser au sol et de pouvoir prendre ce temps où vous êtes chez vous pour l'observer petit à petit. Vous allez voir qu'il est d'abord sur le dos, ensuite il va progressivement se retourner sur le ventre, et puis voilà, toutes les étapes que vous connaissez de marche à quatre pattes. Mais tout ça fait partie d'un programme sensorimoteur qui est intégré en nous. Je ne vais pas parler ici des réflexes primitifs, mais si éventuellement vous pouvez aller sur mon site pour en savoir plus sur les réflexes primitifs. Et ce qui est important donc, c'est de comprendre que des enfants qui sont maintenus dans des endroits où ils sont eux aussi confinés à leur propre niveau, donc dans des transats ou des maxicosies toute une journée, ils ne vont pas avoir cette possibilité de bouger et d'observer, de découvrir, de développer leur sens. Parce que ce qui est aussi essentiel, c'est de développer tous les sens. Donc pour des bébés, ça va être de les mettre sur le ventre assez rapidement aussi, même vers 1 mois, vous pouvez commencer à les mettre un petit peu dans cette position pour qu'ils puissent renforcer leur tonus musculaire. Et en fait, tous ces petits mouvements dans la petite enfance et par la suite, ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est qu'ils vont les préparer à l'apprentissage scolaire et à l'apprentissage de différentes activités dans leur vie. Donc c'est encore une fois vraiment essentiel de ne pas les laisser, même dans des parcs ou dans des trotteurs. C'est pas c'est une question que j'avais envie de te poser. Voilà, le parc, trotteur, il y a un espace et en même temps qui est limité. Donc, voilà, parc, c'est bien pendant peut-être une demi-heure, 1 heure, parce que voilà, si vous êtes en train de cuisiner ou de travailler, ça peut être utile.
mais c'est un espace, encore une fois, restreint qui ne permet pas à l'enfant d'explorer. Et l'enfant a vraiment besoin d'explorer. Donc, ok, moi, ce que j'entends, c'est à la fois cette notion d'exploration Oui. qui est important pour sa curiosité, pour réveiller sa curiosité. On pourrait même supposer, puisqu'on est ici dans un public qui est concerné par le haut potentiel, que c'est d'autant plus important, même quand ils sont petits. Et puis, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a l'importance du mouvement, parce que c'est le mouvement qui permet les connexions neuronales. C'est Tout ça? à fait. C'est vraiment par le mouvement que le cerveau se développe. Et c'est par un manque de stimulation dans la petite enfance qu'on va retrouver des difficultés ou des troubles d'apprentissage par la suite. Parce qu'en fait, c'est comme si des connexions neuronales ne s'étaient pas faites dans la petite enfance. C'est comme si comment je veux dire, des connexions, des maillons qui ne s'étaient pas bien mis les uns avec les autres. Ok, c'est intéressant ça, parce que dans l'absolu, on n'imagine pas, en tout cas moi je n'aurais pas imaginé que mettre un enfant en mouvement pouvait non seulement faire les connexions, mais favoriser l'apprentissage par la suite. Donc, oui, puis il y a même, voilà, si on veut aller plus loin, quand on met un bébé sur le dos et que progressivement il va aller chercher une balle ou tout autre objet que vous pouvez lui mettre loin, il travaille son système visuel. En touchant des balles de différentes textures, il travaille son système kinesthésique, donc il travaille tous les sens. Donc ça peut être aussi intéressant pour les parents de jeunes enfants de travailler à la fois le système olfactif, de leur faire sentir, bon, à la fois les bébés et les jeunes enfants, différentes odeurs, de faire la cuisine avec eux ou de faire des jeux d'activités sensorielles ou olfactives. Des enfants, bon là si je parle plus d'enfants, travailler tout ce qui est tactile en les faisant faire de la pâte à modeler, leur faire des perles, tout ça, vous travaillez les différents sens. Donc je ne vais pas commencer à développer tout ça, mais c'est ce à quoi je travaille. Et ce que je souhaite aussi profiter de dire, c'est il faut éviter aussi, dans la mesure du possible, d'asseoir trop tôt des bébés. Parce qu'on a souvent l'envie de se dire ah ben, il regarde, s'il est allongé sur le dos, il regarde le plafond et il ne peut pas voir. Mais toujours dans ce même idée de schéma moteur qui se met progressivement en place chez l'enfant, souvent les parents assoient trop tôt leur bébé en pensant qu'il est mieux assis que couché. Et en fait, c'est à éviter parce que ça les bloque au niveau de leur bassin. Et du coup, après, pour passer à la phase 4 pattes, ils sont bloqués, donc ils n'y arrivent pas. Donc il faut laisser vraiment le temps au temps et progressivement, l'enfant, intuitivement, va passer ces différents stades. Il ne faut pas non plus les forcer à marcher. S'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Et il ne faut surtout pas comparer un enfant à un autre, parce que chaque enfant a un style de développement différents. Il y en a plus qui seront plus développés au niveau psychomoteur, d'autres qui seront plus avancés au niveau langage. Donc chaque enfant est différent et surtout ne pas comparer un enfant à un autre, ou si vous avez plusieurs enfants, ne pas se dire ah ben mon enfant il faisait ça à tel âge. Voilà, accepter que chaque enfant est différent, ça c'est aussi, je pense, essentiel. Oui. Je ne vais pas valider parce que c'est toi la spécialiste, mais je pense que c'est vraiment là que les choses commencent aussi, Ouais. Dès l'enfance, pour grandir en sécurité et effectivement apprendre à oser être soi-même, en tout cas. Alors, on parle de psychomotricité libre, c'est de ça dont tu viens de parler, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on parle beaucoup aujourd'hui de psychomotricité libre, laisser l'enfant voilà, bouger librement. Et c'est un peu cette optique de laisser l'enfant explorer le monde dans lequel il vit et d'observer comment il bouge. Voilà, et surtout, encore une fois, de ne pas le forcer. D'accord. Voilà, de le laisser tout seul, de passer du dos au ventre. C'est une période où vous pouvez profiter pour faire des petits jeux, des petits, comment ça s'appelle, des petits parcours psychomoteurs chez vous, en créant des petits toboggans, et même voilà, pour des bébés
de 7-8 mois qui commence à vouloir avancer à quatre pattes, vous pouvez créer des parcours psychomoteurs, vous amusez à faire ce genre de choses-là chez Avec vous. quoi? Avec des coussins, Oui, avec avec des coussins, avec des couvertures. J'ai déjà regardé ces derniers jours des vidéos sur Internet qui sont assez créatives. Je trouve que les parents sont assez créatifs avec leurs enfants et même si je comprends qu'au quotidien ça doit être compliqué, je vous trouve assez formidable avec vos enfants par rapport à toutes les activités que vous mettez en place oui. avec eux d'ailleurs. Effectivement, je vois qu'effectivement, il y a des personnes, alors il y en a qui ont plus de temps que d'autres parce que Ouais. certains parents sont en télétravail en même temps et donc c'est plus complexe. Hein, d'autres n'ont pas de travail pour l'instant. Mais effectivement, je rejoins, j'ai vu des choses, je me dis waouh, je ne sais pas si j'avais été maman, si j'aurais pu avoir cette créativité-là. En tout cas, bon voilà, on ne sait jamais, mais est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets pour les bébés de petites activités à faire ou plutôt celles qui sont à éviter? Oui, bah, celle à éviter, c'est celle dont je parlais, donc les Ouais, laisser trop dans des ouais, transats, dans des maxi-cosy, éviter tout ce qui est trotteur et choses comme ça, donc ça c'est à éviter. Et donc à faire, bah, mettre un bébé au sol, évidemment sur un tapis de sol ou sur une couverture, lui mettre autour des petits jeux pour que progressivement il puisse les attraper, tout ce qui est balles sensorielles, est très bien. Même on peut commencer assez vite à lire des histoires aussi aux petits bébés parce que tout ça va développer le langage. Alors, pour développer tout ce qui est système vestibulaire, ça peut être le balancement. Euh, donc, rien que le porter, le porter sur soi, l'avoir sur soi, vous travaillez le système vestibulaire. ok. Euh, en le, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre donc Il y a différents sens peut-être à développer. Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre un sens oui, à la alors fois? ce que je voulais dire, les massages. Alors très Ok, très bon. Voilà, les massages, ça c'est vraiment excellent parce qu'au-delà du fait de passer un bon moment avec son enfant, bah, les massages développent déjà tout ce qui est kinesthésique et aussi permettent un bon lien avec son enfant. Et c'est un moment évidemment de complicité et de bonheur à passer avec. et donc quand tu masses un bébé, ton enfant, est-ce que tu conseilles de le faire avec de l'huile? Est-ce que c'est pas nécessaire? Est-ce que ça dépend Ça, du c'est vraiment en parent? fonction de chacun, ce que chacun ressent. Avec de l'huile, il y a des bonnes huiles qui sentent vraiment bon, mais j'ai pas de suggestions, de recommandations vraiment Ouais, à ok, donc donner c'est par rapport important, à c'est le ça. toucher et le confort, Voilà, ça j'imagine. peut être, voilà, si on aime le contact de l'huile, c'est chouette, mais c'est pas obligé. Et alors Mhm. pour des enfants un peu plus grands, ça peut être de transvaser tout simplement des choses, des contenants de l'un à l'autre. Ça peut être déchirer des feuilles, transvaser de l'eau, faire de la peinture avec des doigts. Tout ça, là, on travaille tout ce qui est tactile. Bon, si pour les gens qui ont de la chance et qui ont un jardin ou qui peuvent sortir, bah, faire du vélo, on travaille le système vestibulaire, faire de la balançoire, faire du trampoline. Tout, tout ça sont des activités qui sont faciles et que parfois on peut faire dans un parc, mais malheureusement là on ne peut pas le faire dans un parc. Mais il faut savoir que toutes ces activités permettent de travailler ces différents sens. Et en fait, ce qui est aussi essentiel de savoir aujourd'hui, c'est qu'un enfant est prêt à rentrer à l'école primaire quand tous ces stades et tous ces sens sont bien développés. Donc ça sert à rien en Ouais. fait trop tôt de vouloir apprendre à lire à un enfant ou de vouloir le stimuler au niveau cognitif s'il n'est pas prêt dans son corps. Un enfant a vraiment besoin d'être prêt au niveau de son corps pour pouvoir être connecté au niveau de ses apprentissages, au niveau visuel, au niveau auditif, parce que pour apprendre à lire, bah, il faut que son système visuel et son système auditif soient connectés. S'il y a eu des manques dans les premières années, il aura des problèmes d'écriture, voire de dyslexie ou autres troubles d'apprentissage. D'accord, ok. Non, je suppose que la dyslexie ne vient pas que de là. Il doit y avoir d'autres Non, 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 la facteurs. dyslexie vient pas que de là, mais voilà, ça peut paraître peut-être un peu paradoxal ou ça peut vous paraître un peu incroyable, mais un enfant qui n'aura pas marché à quatre pattes, en fait, le quatre pattes permet aux deux hémisphères droite et gauche du cerveau de se connecter. Et donc, un enfant qui n'aura pas marché à quatre pattes peut éventuellement avoir des troubles d'apprentissage parce que les deux hémisphères du cerveau
la connexion entre les deux hémisphères du cerveau n'aura pas suffisamment été développée. N'a pas eu son plein potentiel, oui, voilà. OK. Intéressant. Voilà. OK. Donc, dans les activités, est-ce qu'il y a d'autres activités au niveau visuel à développer avec les enfants? Au niveau visuel, tout ce qui est... Il y a un livre que j'aime bien qui est vieux comme le monde qui s'appelle Où est Charlie? Donc on cherche le petit Charlie dans une foule de personnages. Voilà, on travaille le visuel. Oui, donc ce que je comprends, c'est de permettre à l'enfant de repérer quelque chose, quelqu'un, etc. Ça pourrait être aussi, je sais pas moi, toutes des photos et de demander de montrer papa ou maman Exactement. ou le frère, la sœur, par exemple. Ouais. OK, visuel. Voilà. Ou même de mettre une image de loin, de près. C'est de faire travailler le système visuel. OK. Gustatif, tu as parlé Gustatif, oui, ça va être tout ce qui est très tôt, enfin, dès que les bébés peuvent commencer à manger vers 6 mois, les faire goûter différents goûts, différentes odeurs, ne pas leur donner que des compotes de carottes. Ou, moi, quand ma fille était petite, on lui faisait des plats épicés et elle a gardé aujourd'hui ce goût pour les plats qui ont du goût, quoi. Donc très tôt, ils peuvent être sensibles à ça. Et en fait, dans le lait maternel, il faut savoir si vous allaitez aussi quand une maman allaite son bébé, le lait maternel a différents goûts en fonction de ce que la maman mange. Donc déjà, ils ont ce système qui est développé. OK. Et le système olfactif est quand même le premier système à être développé puisque c'est comme ça que le bébé va reconnaître l'odeur de sa maman. Oui, c'est surprenant. J'ai déjà vu plusieurs fois des vidéos qui montraient que les enfants pouvaient repérer leur maman les yeux. Enfin, j'ai eu une expérience un jour, c'est des enfants avec les yeux bandés et on met 3 ou 4 mamans devant et ils repèrent leur maman. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. C'est vraiment incroyable. Alors, ça, je pense que tu as abordé un manque de stimulation de mouvement qui pourrait entraîner des difficultés d'apprentissage aussi bien scolaire que dans la vie quotidienne. Tu en as parlé, je pense. Est-ce que, alors je reprends la question aussi, nous expliquer quel genre de difficultés ça pourrait engendrer? Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter par rapport à ça? Alors ce que je voudrais aussi peut-être rajouter, c'est donner comme exemple, par exemple, un enfant au-delà de l'école, donc des difficultés qu'il peut rencontrer scolairement, un enfant qui va avoir du mal à faire du vélo ou qui va avoir du mal à apprendre à nager, ça peut être dû à donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure, mais que je ne vais pas développer maintenant parce que c'est un petit peu trop long, des réflexes primitifs qui ne se sont pas bien développés, et donc ce qui va entraîner la difficulté qu'il va avoir, parce que le haut et le bas de son corps ne vont pas être connectés. Donc il n'arrivera pas à relever la tête en nageant et en même temps à coordonner ses bras. Ou un enfant qui aura son système vestibulaire qui n'est pas totalement bien en place, n'arrivera pas à faire du vélo sans les petits trous, parce que son système vestibulaire sera complètement chancelant. Donc ce que je voudrais aussi transmettre comme message aux parents, c'est de ne pas engueuler ou s'énerver contre ces pauvres enfants qui n'arrivent pas. C'est parce que leur corps n'est pas prêt, donc ils ne peuvent pas. Alors ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a des techniques qui permettent de rétablir ces difficultés. Un enfant aussi qui va être maladroit, un enfant qui va faire tomber plein de choses, qui n'arrivera pas à bien boutonner des petits boutons de sa chemise ou à mettre la fermeture tout simplement de son manteau. Tout ça peut être dû à des difficultés sensorielles il n'est pas capable, mais il ne faut pas l'engueuler ou le gronder parce qu'il n'y arrive pas. Mais ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est je connais quelques adultes qui sont là-dedans, qui ont bien sûr. l'équilibre, qui ont du mal, etc. Est-ce que il y a Alors, quelque ça chose à touche faire, évidemment pas que les enfants, ça touche aussi des nombreux adultes. Moi, je donne toujours cet exemple d'un adulte qui est au volant et qui doit tourner à gauche, ou alors, enfin, au volant ou sur un vélo. Et alors, si un de ses réflexes primitifs n'est pas intégré, en fait, c'est tout son corps qui va partir d'un côté, et c'est pas uniquement juste le fait de tourner à droite ou à gauche.
Voilà, donc Oui, oui, je vois bien. Alors, je vais donner un exemple perso parce que je le fais régulièrement, mais donc en période de confinement, moi, je me suis acheté un vélo d'appartement. OK. Mhm. J'ai beau avoir un jardin, malgré tout, d'habitude, je balade beaucoup avec les chiens. Je peux plus, là, le bois, il est fermé. Je n'ai plus la possibilité d'y aller pour l'instant. Donc, et pour moi, c'est important de bouger. Et en fait, je me rends compte que quand je suis sur mon vélo d'appartement, ce que je trouve complètement, ça me rassure un peu ce que tu dis et pas, mais j'ai le tournis. Je Ah pédale oui. sur un truc, ça pourrait être lié Ah, au bah oui, ça pourrait être lié entre guillemets, peut-être un dérèglement de ton système vestibulaire. Est-ce que quand tu es en hauteur, tu as le vertige? Je l'avais pas avant, mais ça s'améliore pas avec l'âge, oui, de temps en temps. Mhm. Oui, oui, oui. Mmh, mmh. Voilà, enfin, tout ce qui est lié au vertige, ça peut être intéressant à creuser. Mmh Et mh. Mmh. voilà, ce que j'aimerais aussi aborder aujourd'hui, s'il y a des professeurs qui m'écoutent ou des maîtres d'école, c'est que face à vos élèves, quand vous êtes face à des élèves qui ont des troubles d'apprentissage, qui se balancent sur leur chaise, qui supportent pas leur dossier de chaise, qui écrivent complètement couchés, essayez de les voir peut-être avec d'autres lunettes et de vous dire que ce sont des réflexes primitifs qui n'ont pas été bien intégrés. Et ce qui est vraiment important de savoir, c'est qu'il y a moyen de travailler Ouais. sur ces réflexes. Donc en fait, c'est les impératifs du direct. Donc voilà, ce qui est essentiel de savoir, c'est qu'il y a moyen de retravailler sur ces réflexes, les réflexes primitifs étant des mouvements en fait intra-utérins que les bébés font avant la naissance et pendant les premiers mois et les premières années, ce dont je parlais au début. Quand ces schèmes moteurs ne se sont pas mis en place, on travaille à partir de mouvements qui paraissent assez simples, mais qui travaillent sur la reconnexion des différentes aires du cerveau. Et donc, D'accord. après plusieurs semaines ou plusieurs mois, en fonction de la problématique, on parvient vraiment à des résultats super efficaces. D'accord, donc ce que j'entends comme message et ce qui me semble vraiment important de le promouvoir ici, c'est que, bon voilà, tout le monde ne sait pas comment faire et parfois on a des enfants en trouble d'apprentissage et que, bah, il n'est pas trop tard, qu'on peut faire une Non, forme de rééducation, je ne sais pas si c'est le bon mot, à voilà. travers les réflexes primitifs, à travers les exercices à faire, j'entends assez régulièrement, c'est ça? Oui, ça, Il voilà. y a Ce qui est plus dur souvent, c'est que ce sont des exercices qu'il faut faire. Moi, je dis toujours 4-5 fois par semaine. Alors, ça prend pas longtemps, il faut faire ça pendant 10 minutes, mais c'est important de le faire pendant 4-5 fois par semaine parce que ça recrée comme des circuits d'autoroute dans le cerveau. Et si on le fait qu'une fois par semaine, alors là, ça sert à rien, quoi. Donc c'est vrai pour les enfants, mais c'est vrai aussi pour les C'est adultes? vrai pour les adultes, c'est vrai même. Voilà, moi je travaille pas avec des personnes handicapées, mais j'ai autour de moi des professionnels qui travaillent avec des enfants autistes, avec des handicapés. J'ai même une personne qui a travaillé avec des personnes qui sont atteintes de Parkinson. Enfin, voilà, pour les personnes qui connaissent pas, c'est un outil vraiment très Ah oui, intéressant. oui, 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 c'est vraiment intéressant. Hem, alors il y a une question qui me vient, maintenant, peut-être un petit peu plus pour les adultes, pour remettre aussi dans, le contexte du mouvement. Des gens qui ont l'habitude de beaucoup bouger, puisqu'on est dans une période de confinement, hein, de beaucoup bouger, habituellement et qui n'en ont plus l'occasion parce que soit au niveau du travail, voilà, on est plus dehors ou bien, parce que, comme c'est mon cas, je peux plus aller au club de gym, parce qu'on n'a pas l'espace et cetera. Quelle est l'incidence? On en a parlé sur les enfants. Enfin, on n'a pas parlé sur les enfants. Moi, mon propos aussi, c'est de diminuer. Qu'est-ce que l'incidence de la diminution du mouvement peut avoir, que ce soit sur les enfants ou les adultes? C'est-à-dire que ça n'a pas une incidence capitale parce que je sais qu'il y a des enfants, il y a des personnes pour qui c'est vraiment compliqué de sortir. Mais ce que je souhaite vraiment transmettre, c'est que cette période de confinement, encore une fois, je voudrais éviter que les parents en profitent trop pour laisser des enfants devant les écrans, trop dans des transats parce que les parents sont en télétravail, ils se disent bon bah je vais laisser mon bébé là dans le transat à côté de moi et ça va aller. Mmh. Voilà, je voudrais qu'on évite ça surtout. Conscientiser, Ouais, effectivement. c'est vraiment C'est important, conscientiser sur le hein. fait que, bah,
votre bébé, vous pouvez le mettre plutôt au sol et c'est pas pour ça qu'il sera plus mal. En plus, il fait pas froid. On est au mois d'avril, on n'est pas au mois de janvier. Mais surtout, voilà, les écrans, s'il vous plaît, on évite toute la journée. Alors, bon, je ne peux pas dire qu'on arrête les écrans parce qu'il faut occuper aussi les enfants toute la journée, mais on ne les laisse pas 3 heures devant des dessins animés ou on ne la met pas devant des tablettes, alors que je sais que c'est plus facile et qu'il y a aujourd'hui aussi beaucoup de jeux éducatifs qui sont bien. Donc tout ça, je trouve ça génial. Mais il y a vraiment pléthore de vidéos sur YouTube pour faire bouger les enfants, les faire jouer. Et ça, c'est pas compliqué, même quand on peut pas aller dehors. Même si c'est que 20 minutes par jour, déjà, c'est génial. Et puis, ça joue à la fois sur l'émotionnel et sur notre niveau de bien-être, à la fois en tant qu'adulte, mais pour les enfants, c'est la même chose. Des enfants qui vont être affalés dans un canapé ou sur un lit toute la journée, bah, ils vont avoir le moral à zéro parce qu'ils ne seront pas motivés. Alors que si vous commencez votre journée par un quart d'heure de petite gymnastique ou même de yoga, il y a plein de tutos de yoga à faire avec ses enfants ou seuls. Et ça, c'est génial. Vous avez aussi des tutos de yoga à faire avec les bébés. Tout ça, je trouve ça vraiment top, quoi. Donc Okay, là, je recommande. Et donc, les écrans, bah d'abord, ça permet pas de bouger, on bouge pas devant ces Non. écrans, donc c'est ça qui est compliqué. Je pense qu'il y a aussi une posture qui est pas l'idéal. Ben, on est complètement voûté. Et les écrans aussi avec les enfants. Alors là, justement, c'est un peu dramatique, sans parler du confinement d'une façon générale. On travaille plus du tout le côté tactile. Donc les enfants sont plus habitués à tenir un stylo. Ils sont juste habitués à tout tourner comme ça, les pages comme ça. Et du coup, quand ils doivent écrire et tenir un stylo, ils sont complètement crispés. Donc ça, c'est aussi à mettre en conscience auprès des parents. Travailler le manuel, ça peut même être rien que faire des petits exercices de main comme ça, faire des marionnettes. Tout ça, on travaille les doigts. Oui, et puis je pense aussi qu'écrire active des zones particulières du cerveau qu'on n'utilise pas quand on quand on tape est même sur tablette ou quand on ouais. tape sur ordinateur. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'important là aussi. Autre, je sais pas si tu as envie d'en parler, mais autre difficulté rencontrée lorsque effectivement on est face à un écran, lumière ou autre chose? Autre difficulté, tu veux dire Autre répercussion pas très chouette, j'ai envie de dire, des écrans, hein. On a parlé du fait qu'il n'y a pas de mouvement, la autre position. répercussion vraiment négative, aucune communication avec son parent ou des personnes de sa famille. Et donc, ça peut avoir de fortes répercussions sur le langage et donc sur les apprentissages par la suite. Il y a même des enfants qui ont été diagnostiqués autistes parce qu'ils passaient trop de temps devant les écrans. Donc, ça, c'est quand même énorme, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit dans le chat aussi le Wi-Fi très dangereux pour les enfants. Ça peut aussi être quelque chose. Ouais. La lumière de certains écrans, ou en tout cas la lumière bleue, oui, c'est très mauvais. Hein. Ça, on le dit pour les ados ou même pour les enfants que le soir, cette lumière et ces écrans bleus sont mauvais pour les écrans. Donc, qui dit mauvais pour les écrans, mauvais pour les yeux. Donc, ça va entraîner peut-être le port de lunettes par la suite. Donc, vraiment, éviter un maximum. Voilà, on dit pas d'écran avant 3 ans, c'est pas pour rien, quoi. Ouais. Oui, d'autant que, une fois de plus, les personnes à qui nous nous adressons dans le groupe peuvent être sont concernées par l'hypersensibilité. Et donc, on pourrait imaginer que les enfants le soient aussi, bien entendu. Et donc, au plus un enfant est sensible, au plus il est réceptif à toute une série d'aspects extérieurs. Et donc, en termes de réaction, ça peut être effectivement quelque chose, un point de vigilance en tout cas, quelque chose à observer pour leur donner le meilleur, hein, même si effectivement priver un enfant d'un écran, c'est très compliqué dans le monde actuel. Oui, c'est et on très peut pas le compliqué faire. et on peut pas le faire. On peut pas, voilà, c'est impossible. Je peux pas dire qu'on doit le priver, mais en tout cas, on doit limiter et cadrer, ça c'est certain. Hein, il y a vraiment un équilibre à trouver, ça je pense que c'est important. Ok, super, merci beaucoup Carole. Le mot de la fin, est-ce que tu as envie de clôturer avec quelque chose, un message à nos auditeurs? Si j'ai un mot de la fin, ce serait, j'espère que vous m'avez écouté, surtout avec vos petits, de les laisser au sol et puis de profiter de cette période pour
Voilà, observer les petites choses que font vos enfants, que vous n'avez pas le temps d'observer d'une façon générale parce qu'on est tous dans notre quotidien menés à bouger, à avoir des emplois du temps complètement fous. Donc là, ça peut être de l'observer de jour en jour en disant ah bah tiens, hier il faisait pas ça et aujourd'hui il fait ça. De voir ce qui est beau en fait et pas uniquement le négatif, même si je compatis complètement qu'au quotidien, ça doit être difficile quand on a des petits-enfants. Et moi, j'ai la chance d'en Oui. avoir 3, mais elles sont grandes. Donc, Oui, oui, je comprends tout à fait. C'est le retour de certains parents aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah, c'est génial, on a du temps, je profite, c'est pas ce que je voulais, mais voilà, au moins je peux me reposer. Et puis il y en a d'autres qui sont complètement épuisés ouais. maintenant parce il y a tellement de casquettes à Et c'est gérer dur, en même bien temps sûr. et dans des lieux qui sont pas forcément appropriés. Ouais. Enfin, on n'a Oui, pas pour pensé les nos mamans, lieux il de faut être à vie. la Voilà. fois maman, il faut être femme, il faut être cuisinière, il faut être ménagère, il faut être faire le télétravail. Enfin, voilà, on a 10 casquettes à la fois en un coup. Et là, la folie absolue. Voilà, exactement. Et nos lieux vides sont pas forcément pensés pour, Non. pour Non, parce que les gens qui sont souvent voilà, à certaines l'extérieur. personnes ont la Voilà. chance d'être confinées dans 100 mètres carrés ou plus, et puis il y en a qui sont confinés à 5 dans une pièce, voire 2 pièces, voire 3 pièces, et là, c'est là où le confinement quand même Ouais, est compliqué, c'est compliqué, hein. et, et- et ça risque malheureusement de durer encore un petit peu. Bon, on va voir. Mais effectivement, je ne pense pas qu'on va être, entre guillemets, dehors. Enfin, en tout cas, les choses vont probablement aller, j'espère, progressivement dans le bon sens. Mais Voilà, mais en tout cas, bouger, ça met de bonne humeur on est bien et d'accord. ça Avec de la dynamise. musique aussi. Enfin, moi, je sais Avec de que, la musique, tout à fait. voilà, moi, je mets ma musique tous La les musique jours. adoucit les Je mœurs danse aussi. avec mes chiens qui doivent me prendre pour une cinglée, mais ils ont l'habitude, tu vois. Et alors, on y va. Ils sautent. Et c'est amusant, c'est un petit moment sympathique, voilà, pour varier le quotidien. Merci beaucoup, Carole. Merci Merci. à toi et merci à Avec toutes. plaisir. Je te retrouve de l'autre côté, Carole, et puis je dis à très bientôt à notre public qui nous écoute pour une prochaine vidéo Good Vibe. À bientôt.